Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors quand on se lance dans l'apprentissage du code, eh bien on choisit un langage, on commence à se renseigner un petit peu sur la syntaxe, etc. Et le but du jeu, c'est pouvoir construire des choses. Et souvent ce qui arrive, c'est quand on se met à essayer de construire des choses, eh bien on peut rapidement se sentir bloqué sur la manière de faire les choses, etc. Moi je reçois régulièrement des messages qui vont dans ce sens-là, qui sont, voilà, j'ai appris, je connais la syntaxe, etc. Mais j'ai du mal à construire concrètement des choses. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il souvent en fait, il manque quoi? Il manque des notions de base en algo. Alors oui, l'algorithmique est quelque chose qui peut faire peur, mais c'est un domaine important de l'apprentissage de code. Alors dans cette vidéo, je vais donner des pistes pour améliorer tes skills en algo et reste jusqu'à la fin puisque je vais donner des ressources gratuites pour que tu puisses améliorer tes skills tout simplement en algo. Alors première chose, c'est quoi un algorithme? Alors on va démystifier le truc. Un algorithme, c'est relativement simple. T'entends, tu sais, souvent les algos, l'algo YouTube, l'algo ceci, l'algo machin, mais un algorithme, c'est relativement simple. C'est seulement une suite d'instructions dans un ordre précis dans le but d'obtenir un résultat. Je veux dire, faire un gâteau, c'est un algorithme puisqu'il s'agit en fait d'une suite d'instructions qui te permettent à la fin d'avoir un gâteau tout simplement. Donc ça, c'est un algo simple, mais ça peut être aussi des instructions mathématiques et peut-être que si tu as vu ça un peu à l'école, eh bien on t'a peut-être fait calculer des suites de Fibonacci ou des trucs dans ce genre-là, ou aussi ça peut être le calcul de Pythagore, l'hypoténuse, etc. Eh bien tout ça, c'est des algos. Alors c'est vrai qu'on apprend souvent l'algo avec des cas mathématiques et c'est vrai que c'est souvent ça qui peut faire peur aux personnes qui apprennent le code, mais c'est pas obligé, enfin c'est pas obligatoire. Et souvent l'algo, c'est des choses beaucoup plus simples que se prendre la tête à faire une suite de Fibonacci. Un algo, ça peut être quelque chose comme ça. Je peux te mettre un petit schéma ici, mais par exemple un algo, ça peut être si l'âge est inférieur à 18, eh bien accès refusé. Tu connais ces célèbres sites où si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas y aller. Eh bien c'est un algo, ça peut être aussi con que ça. Ça peut être, alors un algo, c'est quoi? Un algo, c'est composé de plusieurs choses. Souvent c'est des instructions, des choses à faire, des conditions et des boucles. Grosso modo, c'est souvent les trois choses principales. C'est des instructions, des conditions et des boucles. On boucle tant que, etc., etc. Alors, avant d'aller plus loin dans l'algo, il faut savoir que l'algo, ça va de pair avec quelque chose qui est très important si tu te lances dans l'apprentissage de code, c'est la structure de données, les structures de données. Je veux dire, une structure de données, en gros, pour faire simple, c'est comment sont organisées les données dans ton code. Alors, tu connais probablement les tableaux, qui est une structure de données qui est relativement simple, puisque un tableau, c'est une donnée qui est stockée dans un index bien précis. Mais tu as aussi les listes chaînées, les piles, les fils, les hashtags, les arbres, les graphes, les ensembles, les sets, les dictionnaires, etc. Je te parle de ça car en fait les deux sont fortement liés. Souvent l'algo va de pair un peu avec la structure de données et il faut que tu puisses un peu avoir cette vision des deux choses, à quoi ça sert, etc., etc. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Comment réellement progresser en algo, ou en gros en fait comment résoudre des problèmes lorsque tu codes tout simplement. Alors je vais donner quelques étapes clés. Première chose importante, c'est de bien comprendre le problème. Je veux dire, tu dois clairement identifier les données qui sont en entrée et celles qui sont en sortie. Et tu dois analyser dessus le type d'opération à faire. Par exemple, j'ai une liste de clients dans un tableau, ça c'est des données en entrée, et je veux par exemple celui qui a passé le plus de commandes. Eh bien l'opération c'est quoi? Eh bien sur chaque client, je vais calculer la somme de ses commandes par exemple, et je vais prendre celui avec le plus gros montant et je vais extraire celui qui a le plus gros montant. Par exemple, ça peut être une opération relativement simple. Alors pour faire ce genre de choses, tu peux t'aider d'un truc qui s'appelle le pseudocode. C'est relativement con, ça ressemble à du français. Le pseudocode c'est comme du français et ça contient les instructions de base. Typiquement si, alors, sinon, répéter x fois, tant que, faire, etc. C'est vraiment t'as vraiment des mots-clés relativement simples. Et si par exemple je te mets ici un exemple d'algo avec du pseudocode sur l'âge, eh bien ça serait par exemple une fonction vérifier âge et tu ferais si âge inférieur à 18, affiché, accès refusé, vous êtes mineur, sinon accès autorisé, vous êtes majeur. Donc tu vois que avant d'essayer de coder des trucs complexes où tu comprends rien, etc., la première chose à faire c'est de se dire ok, avant de m'embrouiller le cerveau à partir dans tous les sens, je pose sur papier ou dans un notepad ou peu importe dans un fichier de notes, j'essaye en fait avec du pseudocode de décrire ce qui va se passer dans mon algo, tout simplement. Ensuite, troisième point important,
c'est de savoir diviser en sous-problèmes. Moi, je l'ai vu pas mal de fois avec des devs, c'est que les devs, ils ont une problématique et tu les vois, ils se mettent à faire un algo là qui est compliqué, on n'y comprend rien, ils essayent de tout fourrer dedans et en fait, c'est le bordel, on n'y comprend rien. Alors moi, j'avais un prof de maths qui disait quand vous avez un problème mathématique assez complexe, c'est comme un saucisson. Et avec son accent du sud-ouest là, il nous disait putain, c'est comme le saucisson. Et en fait, il nous disait le saucisson, tu l'avales pas en entier, tu le découpes en tranches. Et bien l'algo, c'est la même chose. Tu vas pas. L'idée, c'est de pas prendre un problème complexe et de tout faire dans ton algo, c'est de découper en plus petites parties, tout simplement. Alors, je vais te donner un exemple concret. Au lieu de faire, par exemple, imaginons tu as une inscription utilisateur que je te mets ici, au lieu de faire un gros algo comme ça qui dit entrer le nom d'utilisateur, lire le nom d'utilisateur, afficher le mot de passe, lire le nom du mot de passe, génération du salt, mot de passe égale le hash de machin, requête SQL, exécuter la requête SQL qui est un gros morceau dans ton algo, et bien ce que tu peux faire à la place, et bien c'est de se dire bon, en gros dans cet algo il y a plus ou moins 3 parties, c'est recueillir les infos utilisateurs, ensuite génération du hash du mot de passe et insertion en BDD. Donc ce qui pourrait te faire 3 fonctions, saisie utilisateur, ensuite une fonction hash de mot de passe et ensuite une fonction insérer utilisateur en BDD. Donc c'est des exemples très bidons, mais souvent c'est un problème que je vois des développeurs, c'est qu'ils ont du mal à découper en petites fonctions simples pour en fait coder tout simplement des fonctions simples et pour la compréhension générale de l'algorithme. Ça c'est un truc hyper important. Maintenant là on va rentrer dans les choses un peu plus poussées. C'est de penser bien sûr à l'efficacité de ton algo et l'optimisation. Alors ça c'est des choses qu'on voit pas forcément tout de suite. Moi je vois plein de développeurs un peu débutants. Bon effectivement ce qui compte c'est la première étape et c'est une étape importante, c'est de faire marcher et le reste on s'en fout. Mais après si tu évolues et que tu deviens de plus en plus et que tu as des missions etc. et que voilà il faut que tu mettes un petit peu de qualité, eh bien il va falloir que tu penses à l'efficacité et surtout à l'optimisation. Donc l'optimisation c'est quoi, l'efficacité c'est quoi? C'est dès que tu vas commencer à traiter une quantité de données, eh bien il va falloir te poser des questions sur l'efficacité et en gros c'est est-ce que ma structure de données est adaptée et comment cela va-t-il impacter l'application dans le futur, parce qu'il faut penser bien sûr à l'application dans le futur. J'avais le cas par exemple dans le bootcamp préapp dans le bootcamp React Mastery, j'avais le cas d'Aurélia qui nous a fait un superbe CRM pour ses clients. Bravo, elle a réussi à faire le CRM, ça marchait très bien machin, mais donc ça marchait plutôt bien au début, mais au bout d'un moment, à force d'insérer plusieurs milliers d'utilisateurs, parce qu'on avait fait des tests comme ça de plusieurs milliers d'utilisateurs, et bien après le site ramait complètement, etc. puisque bien ça n'avait pas été anticipé. Donc je lui ai proposé de mettre les données en cache, etc. Donc je lui ai proposé aussi de mettre une pagination, etc. Mais c'est vrai que voilà, dès le début, elle s'est dit je fais mon code, ça marche très bien, mais elle n'a pas évalué ce qui s'appelle la complexité. Alors la complexité, dans un algo, c'est des choses qui viendront avec le temps, je te rassure, ça ne viendra pas tout de suite, mais analyser la complexité dans un algo, c'est le 5e point que je voulais te présenter. C'est quoi? C'est la quantité de ressources nécessaires pour fonctionner en fonction des données en entrée. C'est-à-dire, tu vois, ça va dépendre du nombre de données, etc. Pour te la faire simple, tu as 2 types de complexité. Une complexité temporelle et une complexité spatiale. Pour te la faire rapidement, la complexité temporelle, c'est en gros le temps que ça prend. C'est toujours en fonction des données en entrée, des données utilisateurs. Je te donne un exemple. Si je prends 1000 utilisateurs et que je les trie et que ça prend 5 secondes, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 2000 utilisateurs? Ça prend 10 secondes. Ok, donc c'est une complexité temporelle linéaire. Ça veut dire que plus j'ai de données en entrée, plus la complexité va être longue, donc c'est une complexité linéaire, ça veut dire qu'en gros ça va doubler le temps à chaque fois. Alors tu as des complexités linéaires, quadratiques, logarithmiques, c'est-à-dire que ça peut être exponentiel aussi, etc. Et si tu as une complexité de même durée, c'est ce qu'on appelle une complexité constante. Je te donne un exemple, si tu tries 1000 utilisateurs, ça prend 5 secondes, et si tu tries 50 millions d'utilisateurs, ça prend 5 secondes, et bien c'est une complexité constante. Bon, dans la réalité, c'est pas le cas, mais voilà, si ça prend la même durée, c'est une complexité constante. Donc c'est des choses hyper importantes à prendre en compte parce que ça peut déterminer en fait ta structure pour l'algorithme. Donc ça c'était première complexité spatiale et temporelle. Et maintenant on va regarder la complexité spatiale. La complexité spatiale c'est tout simplement
la quantité de mémoire que je vais avoir à utiliser en fonction de l'entrée. Si tu fais pas attention à ça, tu peux vite te retrouver avec une page sous Chrome qui fait qui utilise en mémoire plusieurs centaines de mégas et après voilà, c'est complètement lourdingue. Et à l'inverse, si c'est bien optimisé, tu peux avoir des pages hyper rapides, hyper fluides, etc. Je vais donner un exemple de complexité spatiale constante. Par exemple, en termes de mémoire, si tu vérifies par exemple qu'un utilisateur est majeur, on va reprendre notre cas précédent. Si le but c'est de vérifier qu'un utilisateur est majeur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lire la valeur utilisateur, tu vas vérifier que c'est supérieur à 18 ans et ça va te dire oui ou non et puis ça va passer à autre chose. Donc que tu fasses cette opération sur un utilisateur ou 1 million d'utilisateurs, ça va être la même quantité de mémoire que tu vas utiliser. À chaque fois, ce qui est stocké, c'est la valeur temporaire pour un utilisateur, est-ce qu'il est l'âge, et après on passe à autre chose. Et puis voilà, donc en fonction, tu as un utilisateur ou 1 million d'utilisateurs, tu ne prendras pas plus de mémoire à vérifier l'âge d'un utilisateur. Maintenant, je vais te donner un exemple avec une complexité spatiale linéaire, ça veut dire qu'il va augmenter en fonction du temps. Ça serait par exemple, si tu as une base de données utilisateurs et que tu te dis je vais extraire tous les utilisateurs majeurs, forcément tu vas devoir parcourir cette liste. Tu vas devoir récupérer les utilisateurs majeurs et comme tu veux récupérer tous les utilisateurs majeurs, bien évidemment, il va falloir que tu stockes ces utilisateurs majeurs. Ce qui veut dire que si tu as une liste de 1000 utilisateurs et que tu en as dedans 100 majeurs, tu vas stocker 100 données dans ta mémoire. Donc si tu as une base de données, donc si tu as par exemple 10 000 utilisateurs, 100 000, 1 million, 1 milliard d'utilisateurs, forcément, tu auras une proportion d'utilisateurs majeurs qui va croître en fonction de le temps, donc tu vas utiliser de plus en plus de mémoire. Donc ça, c'est un algorithme avec une complexité spatiale linéaire, ce qu'on appelle ON, etc., etc. Si tu veux creuser un petit peu le sujet sur les types de complexité, tu peux regarder sur le net, il y a du côté de la complexité exponentielle, hyper exponentielle, polynomique, quadratique, linéaire, etc. Le but, c'est pas d'être un expert sur ça, mais en tant que développeur, tu dois quand même avoir ces notions. Est-ce que c'est constant ou est-ce que c'est linéaire? Est-ce que ça va croître en fonction du temps, en termes de mémoire, en termes de temps, etc. C'est quand même des basiques à réfléchir lorsque tu décides en fait d'implémenter un algorithme. Alors si tu veux aller plus loin, si tu veux pratiquer tes skills en algo, parce que c'est quand même des choses qui se pratiquent, je vais te donner quelques sites. Il n'y a pas de partenariat. Chez MyCoder, on fait rarement des partenariats, voire jamais de partenariat. Donc tout ce que je te donne, c'est parce que voilà, je trouve que c'est des sites qui peuvent t'aider. Tu as une première plateforme que je te mets ici qui s'appelle Let's Code. Tu as aussi HackerRank, tu as Code Signal, tu as aussi CodeWar, Exercisme, Geek for Geek, Edabit, etc., etc. Donc c'est des plateformes en fait assez sympas puisque tu vas pouvoir pratiquer des exercices d'algo, etc., etc. Et c'est assez utile parce que malheureusement, enfin pas malheureusement, mais c'est comme ça, c'est que si tu pratiques pas, lorsque tu passes des entretiens, on peut te demander de résoudre des petits exercices d'algorithme. Et toi, si tu es perdu, si tu n'es pas habitué à pratiquer ça, tu peux rater des entretiens. Alors pour récapituler, ne sois pas effrayé avec l'algo, surtout si tu débutes. Je vois beaucoup de débutants qui sont là, qui flippent avec l'algo. Non, l'algo, il n'y a rien qui fait peur, il ne faut pas avoir peur. Tout est une histoire de découpage, de clarification des choses, essayer de clarifier, de découper, clarifie avec du pseudo-code, mets les choses sur papier, essaie pas de coder comme ça en live. Moi je vois des gens qui codent en live, ils font des trucs, des bidouilles, des machins, non, clarifie, mets les choses sur papier, fais du pseudo-code, il faut que dans ta tête ça soit clair, ça soit net. Une fois que c'est clair et net dans ta tête, tu implémentes ça ensuite dans ton code et c'est de la pratique, à force de faire. En vrai, tu vas regarder sur le net, tu vas avoir beaucoup de choses, d'algo complexes, hyper complexes, etc. En vrai, dans la réalité, c'est la loi de Pareto. Je veux dire, 80% du temps, tu vas utiliser 20% des algos les plus classiques. C'est trier des choses, manipuler des données. C'est des choses relativement basiques. Et de temps en temps, effectivement, tu as un algo un peu tordu. Là, tu creuses un petit peu. Mais généralement, c'est pas très compliqué. Alors voilà, si tu veux aller plus loin, devenir développeur front-end React, j'ai une formation offerte dans la bio sur comment devenir développeur front-end en 2024. C'est le premier lien
dans la description. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, j'ai fait une vidéo aussi sur les livres à apprendre pour devenir un bon développeur. Je te mets le lien de la vidéo, c'est ici. Ciao, ciao!